Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. La situation est très tendue en RDC. Le deuxième et en théorie le dernier mandat du président Joseph Kabila se termine le 19 décembre. Mais il semble que les élections n'auront pas lieu d'ici là, aux grandes dames de l'opposition et des pays occidentaux qui réclament que le président quitte son poste et le soupçonnent en fait de vouloir y rester. Il y a des tentatives de médiation, de dialogue entre les deux camps, mais elles n'ont guère produit de résultats jusqu'à maintenant. La tension s'est même transformée en violence les 19 et 20 septembre dernier dans la capitale Kinshasa, avec un bilan lourd d'environ 50 morts selon l'ONU, moins d'après le gouvernement. Les Américains ont mis des sanctions contre des proches du pouvoir. La Belgique veut limiter les visas diplomatiques. La France intime au président de partir et affirme que le pays est au bord de la guerre civile. Monsieur Mende, je veux d'abord en venir aux discussions qu'il y a à Kinshasa entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un accord politique bientôt pour cette sortie de crise ? Aux dernières nouvelles, je pense que nous sommes près d'un accord. Je pense qu'on peut même annoncer la signature pour les jours ou les heures qui viennent d'un accord politique, parce que ces discussions, finalement, semblent avoir produit des résultats positifs et que nous allons trouver une commune définition de la situation avec nos partenaires de cette partie de l'opposition qui a accepté de s'asseoir autour d'une table. Donc oui, probablement un accord va intervenir, un accord politique sur ce que nous faisons entre la période de la fin du mandat du président et celle de l'organisation effective des élections. Donc, ça veut dire qu'il y aura une période de transition. Je l'ai dit, le mandat se termine en théorie le 19 décembre. C'est un secret de polichinelle. Il n'y aura pas d'élection d'ici là. La commission électorale a même parlé de fin 2018 pour des élections. Donc là, vous nous annoncez qu'il va y avoir une sorte de période de transition où le président Kabila va donc, j'imagine, rester en place avec peut-être un Premier ministre issu de l'opposition. Nous n'appelons pas cela transition. Vous savez, la Constitution a déjà résolu toutes ces questions. La Constitution parle de continuité de l'État. Le président continue à exercer son mandat, c'est dans l'article 70. Il faut ne pas connaître la Constitution de la RDC pour parler de transition. Donc, c'est un abus de langage de la part de nos amis qui parlent de transition. Il est prévu que si la Commission électorale nationale indépendante n'est pas en mesure d'organiser les élections dans les délais prescrits par la Constitution, le président en exercice, quel qu'il soit, reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Et donc, les choses vont se passer de cette manière-là. La seule discussion qui a lieu maintenant, c'est de savoir comment nous gérons les institutions pendant cette période de continuité avant l'organisation effective du scrutin. Donc il pourrait y avoir un Premier ministre issu de l'opposition. Ce n'est pas exclu. Nous avons déjà une expérience du président Kabila travaillant avec 4 vice-présidents, dont 3 n'étaient pas de sa famille politique. C'est un homme qui est capable de travailler avec un Premier ministre, même issu de l'opposition. Je ne pense pas que cela nous pose un problème particulier. Alors il y a un problème particulier qui se pose, c'est que 2 des principales composantes de l'opposition, 2 des principaux leaders, Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, n'ont pas pris part à ce dialogue et donc à cet accord que vous annoncez. Ils affirment que le 20 décembre, le président Kabila doit partir. Est-ce que vous espérez les convaincre ? Nous n'avons pas à espérer les convaincre puisque la Constitution a déjà disposé pour ce qui va arriver après le 20 décembre. Mais ils le contestent. Je ne pense pas qu'ils ont à imposer quoi que ce soit. Je pense que c'est des postures plus ou moins extrémistes de négociation. Nous avons laissé la porte ouverte. Même après la signature de cet accord global, il y aura certainement une porte laissée ouverte. Nous avons décidé de maintenir le contact avec tous les pans de la classe politique congolaise, mais il ne sert à rien de croire que quelqu'un peut venir décider en lieu et place de la Constitution. Cela n'existe pas dans un État de droit. Alors,
clairement, la question de la date des élections se pose. On a entendu décembre 2018, dans plus de 2 ans. J'imagine que s'il y a un compromis qui a été signé, ça veut dire qu'une date plus proche est activement discutée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la date des prochaines élections présidentielles dans le pays? Élection à laquelle le président ne peut pas se représenter d'après la Constitution. Mais là, je pense que je dois vous appeler un peu de patience puisque l'accord va lui-même indiquer de quelle manière la Commission électorale nationale indépendante aura convaincu ceux qui discutent de ces questions-là, de la date ou de la période dont elle a besoin pour organiser les élections. Quant à savoir si le président ne va plus se présenter, la Constitution a déjà réglé cette matière-là. Tout le monde s'agite pour entendre le président le dire, mais pourquoi le président dirait une chose qui est déjà inscrite dans la Constitution? Il n'est pas au-dessus de la Constitution, le président. Mais est-ce que vous espérez que ces élections se tiendront avant décembre 2018 ? Je ne peux ni donner un point de vue, ce serait déontologiquement attentatoire à la fonction que j'exerce, parce que les attributions de fixation du calendrier électoral appartiennent exclusivement à la Commission électorale nationale indépendante. Je pense que beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils demandent au président ou au gouvernement de se prononcer sur ces questions. Dans l'ordre juridique au Congo, seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à donner ces dates-là. Le président ne peut pas le faire, et encore moins le gouvernement. Alors, que répondez-vous aux critiques occidentales? J'ai parlé des sanctions américaines, des sanctions, c'est peut-être symbolique, de la Belgique, aussi des mots du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Il affirme que le président ne respecte pas la Constitution, qu'il fait tout pour rester, que le pays est au bord de la guerre civile. Vous avez répondu assez vivement en parlant d'une espèce de complot contre la RDC. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons que les sanctions américaines sont tout à fait inacceptables. Les sanctions, je ne sais pas si on peut parler de sanctions de la Belgique, de réduire à 6 mois la durée des visas des officiels. Je ne sais pas s'il faut appeler cela sanction. Nous avons aussitôt réagi en appliquant le même principe pour les visas des diplomates belges qui viendraient chez nous. Donc, il y a réciprocité. Quant au mot du ministre français des Affaires étrangères, nous considérons la France comme un partenaire privilégié. Nous avons toujours fait des choses positives, oui, aux Nations Unies. Elle nous a souvent soutenus et nous aimerions donner un conseil. Il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu. Il faut éviter de promouvoir les postures extrémistes avec de tels discours. Je pense que la situation est suffisamment complexe. Les vrais amis du Congo, et nous comptons la France parmi les vrais amis du Congo, devraient faire l'effort de pousser tout le monde à la recherche du consensus, parce que nous avons un problème, il est objectif, nous devons chercher comment le résoudre. Mais il y a ce soupçon toujours que le président veut rester en place, et c'est sans doute cela qu'exprime la France. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle l'exprime plus pour la RDC que pour d'autres pays? On peut parler du Congo-Brazzaville ou du Gabon, où il y a eu beaucoup de disputes autour des mandats présidentiels. La Constitution a parfois été changée. Est-ce que vous avez l'impression, en d'autres mots, qu'il y a 2 poids 2 mesures? Je ne sais pas ce qui se passe avec le Congo-Brazzaville. Il y a eu des échanges peut-être de mots. Mais nous, en République démocratique du Congo, nous récusons toute interférence extérieure parce que nous sommes le produit d'une expérience douloureuse. Nous sommes le pays de Patrice Lumumba. Nous avons élu en 1960 une majorité qui a été décapitée, qui a été déstabilisée par des interférences extérieures. C'est le cas aujourd'hui. Avec l'assassinat de Patrice Lumumba, et nous sommes extrêmement sensibles à ces interférences. Nous ne les acceptons pas et nous conseillons à nos amis de nous donner plutôt des conseils et d'éviter des injonctions, des interférences, parce que nous avons un passé suffisamment douloureux sur lequel nous ne voulons absolument plus revenir. Quant aux violences que je mentionnais, il y a eu ces violences. Les organisations des droits de l'homme, les pays occidentaux ont condamné la répression du pouvoir. Il y a eu l'arrestation d'un leader de l'opposition, Bruno Tshibala. On a l'impression que le pouvoir a envie d'avoir la main dure avec les opposants et d'étouffer toute forme de contestation, y compris par la violence. Vous savez, j'ai, en arrivant à Paris, appris qu'il y avait eu des problèmes à Viry-Châtillon.
je crois, des policiers qui ont failli être brûlés vifs dans leur voiture. J'ai entendu les mots du Premier ministre français, M. Valls, qui disait qu'il n'y avait pas de zone de non-droit. Je voudrais dire qu'au Congo, il n'y a pas de catégorie qui soit hors du droit. Monsieur Bruno Tshibala, que je connais personnellement et pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, est cité par le procureur de la République, le procureur général de la République, à comparaître pour des affaires extrêmement graves. Il y a eu des viols, il y a eu tuerie de policiers, des policiers brûlés vifs. Je ne vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on veut politiser une affaire qui est strictement judiciaire. Je pense que nous ne pouvons pas laisser commettre des crimes dans notre pays. Y compris par la police. Y compris par la police. La police peut avoir commis des crimes. C'est peut-être le cas. Il faut qu'il y ait des plaintes devant l'auditeur de la police, parce que la police n'est pas à l'abri des poursuites. Mais là, nous parlons d'un acte qui a été commis par un homme politique, après qu'on ait brûlé vif des policiers, qui a appelé les gens qui ont brûlé vif des policiers à rééditer leur exploit, et le procureur lui demande des explications. C'est tout à fait naturel. Pourquoi est-ce que ça serait un problème politique ? Ce n'est pas un acte politique. Pas du tout, c'est un acte judiciaire. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Lambert Mende, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations.